C'est ainsi qu'il a été reçu ce matin lors de cette descente sur le marché de Dembe. Masra Succé, Premier ministre du gouvernement de transition, a voulu se rendre compte de l'effectivité de l'application de l'arrêté d'exonération des taxes sur les différents produits de première nécessité. Alors le gouvernement a décidé d'exonérer sur toute l'année les produits de première nécessité. Que ce soit le sorgho, que ce soit le maïs, que ce soit le riz, que ce soit le péninsulaire, etc., etc., etc. Et beaucoup de commerçants, conscients de cela, parfois ne traduisent pas dans la réalité. D'autres ne sont pas du tout au courant et donc leur pouvoir de négociation se trouve quelque part un peu affecté. Donc nous sommes venus dire que le gouvernement a abandonné des taxes, c'est-à-dire des milliards de francs CFA, pour s'assurer que les prix des produits de première nécessité sur les marchés soient diminués afin de permettre à ce que, avec la même quantité d'argent d'hier, vous puissiez mieux vous nourrir aujourd'hui. Froment, maïs, riz, sorgho, sarrasin, mil, alpiste, farine de froment, farine de céréales, semoule et sel. Ce sont ces produits qui ont été exonérés ce 23 janvier. Et c'est par arrêté du ministre des Finances et du Budget Tahir Hamid Ngeleng des droits et taxes à l'importation. Ce document avait soumis les commerçants à la mise en application automatique et jusqu'au 31 décembre 2024. Or, son application laisse à désirer. Madjilom Claire n'a pas pu se procurer d'un coro de maïs. Il faut vraiment parler aux commerçants là pour que nous, les femmes là, on puisse satisfaire nos enfants. Les enfants ne mangent pas leur faim. Ils ne mangent pas ce qu'il faut manger. Donc il faut que ça se passe comme il se doit, que nous aussi on soit soulagés. Imaginez un sac de maïs à 37 000, 38 000 et pour un gardien qui gagne 30 000 par mois, comment il va nourrir l'argent? Auparavant, un sac de maïs pouvait s'acheter à 21 000 ou 22 000 francs CFA. Et si la population crie à la cherté de vie, c'est aussi le cas pour cette vendeuse de poissons qui réclame l'amélioration de leurs conditions d'exercer. Nous achetons le poisson si cher. Cela nous oblige à les vendre aussi cher. C'est pourquoi il est difficile aux gens d'acheter. Nous sommes conscients que c'est cher et nous souhaitons que le prix baisse afin que chacun s'en procure sans problème. Cette cherté de vie, les Tchadiens ne la vivent pas qu'aujourd'hui. Derrière cette maison, la famille d'Alaramadi Marius est sous le choc. Dans la matinée d'aujourd'hui, le jeune homme a été fauché par une balle et a succombé de suite de ses blessures. On m'a orienté vers un clandomane et c'est lui-là qui aurait ramassé mon cadet quand il est jauché au sol pour l'amener d'abord au service des urgences et après tout ils ont constaté son décès. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit que lui, il était un clandomane de nuit et qu'il assurait ses services devant la boîte et que les frères qui ont assassiné mon cadet là, eux, ils étaient en altercation entre eux à l'intérieur de la boîte et lui, il était sorti. Le présumé assassin sortait et puis il avait brandi son arme, il commençait par tirer partout et que mon cadet serait sorti, Asra serait également sorti de la boîte, certainement peut-être pour le calmer, ils n'en savent pas. Et du coup, il a reçu 2 balles au niveau de son thorax. Ça, c'est selon la version du clandomane qu'il a ramassé parce que tous ses habits étaient maculés de sang aussi. C'est ici, devant cette boîte de nuit, au quartier Kabalais, en plein cœur de N'Djamena, que la scène a eu lieu. Tout est parti d'une altercation entre 2 hommes sortis du même lieu. L'un d'eux a dégainé son arme et a ouvert le feu. Marius prend 2 balles au thorax. Sur le lieu du crime, personne ne souhaite témoigner devant nos caméras. Et ses amis, eux, appellent à la justice. Nous veillerons à ce que la justice soit faite et que le présumé coupable soit poursuivi. Et là, tout à l'heure, tous les amis, tous les frères ont porté la voix pour que la justice soit faite. Et cette fois-ci, ça sera rendu, que désormais aucun jeune ne sera vraiment abattu à coups de balles gratuitement comme ça. Justice. C'est ce que réclame aussi le Premier ministre de transition, Masra Succé, dans une publication sur les réseaux sociaux. Le présumé auteur du crime est arrêté selon la famille du jeune tué à fleur d'âge.
Au lendemain de son assassinat, la colère ne tombe pas. Dans la rue de N'Djamena, on s'indigne contre la détention illégale des armes à feu. Si l'arme est portée par toute personne civile, c'est que ce n'est pas bien. Et ce n'est pas un bon pays. Un bon pays, là, il y a toujours des normes, des choses à respecter. Je pense que la grande part de responsabilité là, doit revenir naturellement au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui doit réglementer tout ça. Comment comprendre une personne, comme un mortel qui détient une arme, mais il peut faire n'importe quoi. Bien qu'ici au Tchad, il y a toujours un laisser-aller, n'est-ce pas? Même s'ils passent au fui, ils vont laisser certaines personnes, il y a des gens intouchables quand même. Mais il faut faire ces fuites-là pour que chacun se sente. Bon, des gens que même si on sait qu'il a de l'arme, mais on ne peut pas le fouiller. Hier, dans ce snack, le blogueur Marius a été fauché par 2 balles et des voix se sont levées pour réclamer justice. Mais qui est censé porter une arme à feu? Un civil ne peut porter un arme que sous la garantie de pouvoir obtenir une autorisation en bonne et due forme délivrée par le ministre de la Sécurité. Donc si vous n'avez pas une autorisation régulièrement de port d'armes, en tant que civil, vous êtes en infraction lorsque on vous prend en flagrant délit de possession d'armes. Quotidiennement, des forces de sécurité procèdent à des fouilles dans la capitale. Mais des armes restent toujours détenues par des civils. Pour un retour à l'ordre constitutionnel, les partenaires du Tchad ont mis en place un panier appelé Basket Fund. Objectif, mobiliser des fonds afin d'appuyer le processus de transition en cours. Et pour faire le point, les membres du comité de pilotage de ce fonds ont eu une rencontre avec le Premier ministre de transition. Pour la réussite donc de cette étape importante de la consolidation de notre démocratie et la réalisation des aspirations de notre peuple, le Basket Fund, ce grenier de ressources qui a déjà servi à la mise en œuvre des étapes antérieures, aura un rôle majeur à jouer. Il est évident que les ressources ne peuvent remplacer la volonté politique, mais notre expérience et notre histoire nous enseignent que le partenariat est un pilier essentiel pour garantir la transparence, l'équité et la crédibilité du processus électoral. Ce Basket Fund est un mécanisme de financement de la feuille de route de transition initiée par le gouvernement qui vise le retour à l'ordre constitutionnel via les élections. Ouakitama revient à la charge. La coordination des actions citoyennes dénonce la mise en place et la composition du Conseil constitutionnel et de l'Agence nationale de gestion des élections qui présage, selon elle, un vandalisme électoral armé. Afin de se maintenir au pouvoir à tout prix, le président de la transition a subtilement manœuvré pour se faire désigner président d'honneur du MPS, la grosse machine à frauder de son défunt père, qu'il a du coup investi comme son candidat aux prochaines élections présidentielles. Depuis, des ténors de ce parti ont été installés à la tête et aux commandes des organes électoraux, dont l'Ange et la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. La coordination accuse la France, soutien de la transition tchadienne, d'être hostile à l'idée de tout changement réclamé par le peuple. Et si la visite récente du président de transition, Mahamat Idriss Déby, en Russie vise à chercher un allié pour son maintien au pouvoir, Ouakitama s'y oppose. Pourquoi Ouakitama se limite aux actions de salle et communiqués? Ce que nous avons décidé de faire un travail diplomatique. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la rue. On a voulu donner la chance à une approche diplomatique. Parce que vous savez, à la sortie du 20 octobre, à la sortie du 20 octobre, les événements étaient, les conditions et les perspectives étaient telles que un travail diplomatique était nécessaire.
Ouakitama propose une fois de plus au président de transition de renoncer à être candidat à la présidentielle, de décrisper le climat politique aux forces françaises de quitter le territoire tchadien. Le garage administratif est pratiquement vide. L'on y trouve quelques vieux véhicules que les techniciens essayent de remettre sur pied. Après une visite guidée de quelques bureaux, la ministre secrétaire générale du gouvernement est désagréablement surprise. Quand on essaye de voir la base de données, nous sommes à 7800 véhicules immatriculés dans toute la base de données depuis que cette base de données existe. Mais là, en circulation, nous avons des plaques qui sont à 8000 quelques. Donc ça veut dire que ces plaques n'ont pas été immatriculées ici, au niveau de l'État, au niveau du secrétariat général du gouvernement. Aussi la question de recyclage des chauffeurs, c'est très important parce que chaque ministère a ses chauffeurs, les gère, mais sans que ça ne soit recyclé au niveau. Nous n'ayons pas la possibilité de les former. Et quand il y a des accidents, surtout quand il y a les contentieux, c'est la responsabilité de l'État. La ministre secrétaire générale du gouvernement annonce que des réformes auront lieu pour renforcer les capacités de ces garages et assurer un bon suivi des véhicules administratifs. En premier lieu, la plateforme syndicale dénonce la non-application de plusieurs points du pacte social triennal signé entre elle et le gouvernement. Selon elle, sur 63 points inscrits dans ce pacte social, seuls 8 sont totalement réalisés. 21 sont partiellement réalisés, 33 non réalisés. Des statistiques qui ont provoqué la colère des syndicats. Nous avons compris depuis lors qu'il n'y a pas de volonté politique jusqu'au départ du précédent Premier ministre de transition. Car aucune suite n'a été donnée aux attentes des partenaires sociaux alors que le pacte social triennal expire le 4 octobre 2024. Avec ce pourcentage signalé si haut sur le tableau et le manque de volonté d'exécuter les clauses du pacte, les partenaires sociaux signataires du pacte ont décidé de demander une audience au président de transition, garant du pacte social triennal. En deuxième position, elle accorde un délai d'une semaine à son partenaire de satisfaire leurs revendications. Le pacte social triennal a été signé en octobre 2021 et pour 3 ans entre le gouvernement et les plateformes syndicales pour mettre fin aux grèves qui ont secoué les services publics. Ils ont décidé de répondre à l'appel de leur leader, Dr Succès Masra, demandant au cadre du pays d'initier les cours de rattrapage en faveur des élèves. Réunis dans un cadre dénommé Coordination du cadre de réflexion et d'encadrement de jeunes transformateurs, ces militants ont lancé cet après-midi dans la bibliothèque du lycée Félix Éboué ces cours en faveur des élèves de différents établissements d'enseignement de la capitale. Une initiative que le proviseur du lycée Félix Éboué 1 salue. Cette initiative hautement patriotique n'est pas à négliger. Il faut suivre ces cours avec intérêt et attention. Il faut saisir cette opportunité pour renforcer davantage vos acquis dans le strict respect des règles établies par vos formateurs. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, qui a lancé officiellement ces cours de rattrapage, demande que ces cours se fassent dans le respect du programme national. Je voudrais par cette occasion attirer l'attention des organisateurs de ces cours de soutien de faire en sorte que ces cours ne perturbent pas le déroulement des programmes officiels des différents établissements scolaires et tout en appelant à la collaboration de tous les responsables des établissements concernés. Il faut savoir que ces cours, initiés par la coordination du cadre de réflexion et d'encadrement de jeunes transformateurs, se feront du lundi au vendredi dans l'après-midi uniquement au lycée Félix Éboué. Ce matin, les anciens ont entonné l'hymne national avant d'attaquer l'unique point inscrit à l'ordre du jour de leur assemblée générale. Restitution à la base des échanges entre les leaders et le gouvernement. Nous avons la possibilité de choisir. Vous savez, le montant de
de 16 mesures pour chacun, ça fait 810 000 francs. Ça fait 810 000 francs. Le gouvernement nous donne la possibilité de choisir entre un terrain dans la ville que nous voulons ou un engin, c'est-à-dire une moto. Donc, les deux possibilités sont là. À la fin d'un débat houleux, les anciens décident de poursuivre avec les cours et de mettre de côté l'option de la grève. En attendant, le dialogue se poursuit entre le gouvernement et le comité de crise. Devant sa dépouille drapée de couleurs nationales, sa famille est inconsolable. Ses anciens frères d'armes, marqués par sa disparition. Décédé le 2 février en Égypte, le feu général Daoud Brahim Yahya a eu les mérites dignes de son rang. Exécution de l'hymne national, élévation à titre posthume à la dignité de grand officier de l'ordre national. Le défunt est un soldat intrépide selon ses frères d'armes. Jeune officier très motivé et dynamique, il a gravi les échelons militaires avec des promotions au grade supérieur et élévation au rang et appellation de général, notamment chef de bataillon en 1993, lieutenant-colonel en 2001, colonel en 2006 et élevé au rang et appellation de général de brigade en 2010. Il fut élevé au rang et appellation de général de division en 2012 et élevé au rang et appellation de général de corps d'armée en 2018. Et enfin, il fut élevé au rang et appellation de général d'armée en 2023. Daoud Brahim Yahya fut ministre, ambassadeur ou haut gradé de l'armée. Un homme qui a servi son pays pour ceux qui l'ont côtoyé. Les derniers souvenirs restent ceux de Mao, où à côté de lui, le chef de l'État nous a promus au rang de ministre d'État. Et le général Daoud était la première personne à nous féliciter en reconnaissant donc nos efforts. C'est un homme qui veut toujours servir la République, et servir l'armée. Il se souciait toujours de la réforme de nos forces de défense et de sécurité pendant cette période de transition. Donc nous avons beaucoup travaillé ensemble pour que notre armée soit adoptée au modèle standard des armées du monde. C'est un homme convivial, un homme ouvert, un homme... Je ne sais pas s'il a un jour un problème avec quelqu'un. C'est au cimetière des Lamadi que le père de 12 enfants a été inhumé dans l'intimité familiale.